Togo, ça a d'abord commencé pour l'Afrique au Bénin, avec la conférence nationale souveraine. Et dans le cas du Togo, après la révolte du MO5, en octobre 1990, quand les étudiants se sont soulevés, après l'arrestation arbitraire de quelques étudiants, et la grève qui s'en est suivie, la conférence nationale souveraine a conduit, après plusieurs semaines de pourparlers, à l'établissement d'une nouvelle constitution qui devait être la constitution du peuple togolais. Mais cette constitution a été obtenue après beaucoup de pression, d'oppression et d'assassinat des acteurs de cet effort. Nombreux des personnes qui ont lutté pour cette constitution ont été tués. D'autres ont disparu, jusqu'aujourd'hui n'ont pas été retrouvés. Alors la constitution de 92 est la seule constitution de l'histoire du Togo dont la rédaction a émané d'un dialogue entre les citoyens et les gouvernants. C'était le meilleur produit que la génération d'à l'époque pouvait obtenir d'un système dictatorial rigide au sein d'un parti unique. C'était la constitution de 92. Mais notez bien que, malgré que ce soit la constitution qui nous offre le plus de droits durant toute l'histoire du Togo, ce n'était pas une constitution parfaite. Comme je le dis, c'était la meilleure constitution qu'ils pouvaient négocier avec une dictature militaire rigide, à une époque où le RPT était le seul parti du Togo, où Eyadema était le seul candidat dans chaque élection présidentielle. La négociation, donc, n'était pas forcément en faveur des populations. Mais ils se sont dit, c'est mieux que rien. On va l'accepter comme cela. Alors après 92, s'il devait y avoir de réformes constitutionnelles, la réforme devait aller dans le sens de l'amélioration de la Constitution à ce que la nouvelle Constitution garantisse encore plus de droits aux citoyens, garantisse une meilleure répartition des ressources de l'État et garantisse une meilleure protection des libertés civiles et individuelles. Malheureusement, le régime colonial imposé par la France, incarné par les Gnassingbé, le régime de la chicotte, a choisi de tripatouiller cette constitution encore et encore et encore pour qu'au final, nous ayons un produit complètement nul qui est même pire que la constitution qu'Eyadema s'était fabriquée dans les années 70. Faites l'effort, allez sur Google, cherchez la constitution de 92, cherchez la constitution de 77, 78, cherchez la constitution de 2003 que Eyadema a changé, cherchez la constitution de 2019, cherchez la constitution de 2025, lisez, comparez. Quand vous faites une étude comparative, plus les années passent, moins de droits nous avons au Togo. Moins de liberté nous avons au Togo. Et plus de pouvoir l'État a. Ce qui est donc grave. Cela voudrait donc dire qu'avec la nouvelle constitution que Faure Gnassingbé et ses brigands nous imposent, ce qui attend les générations prochaines est pire que ce que nous avons vécu. Et pire que ce que nos parents ont vécu. C'est donc complètement inadmissible. Alors, il est important pour nous les citoyens de ce pays de réfléchir et de faire maintenant des propositions pour obtenir de ce régime, de gré ou de force, plus de droits que ce que la Constitution de 92 même nous offrait. Alors, si d'un côté, je soutiens la démarche visant à appeler à la restauration de la Constitution de 92 parce qu'elle est la plus légitime de l'histoire du Togo, la seule que le peuple a référendée en septembre 92,
Je pense que cette constitution, malgré le fait qu'elle est la plus légitime, n'est pas suffisante pour garantir les droits des populations togolaises et pour garantir l'égalité au sein des peuples togolais. Nous ne pouvons pas, 30 ans après 92, nous retrouver à une constitution pire que la constitution de 70. Et nous ne devons pas réduire nos attentes, limiter notre ambition juridique et politique, concéder nos ambitions en ce qui concerne nos libertés, en disant que bon, au pire des cas, bon, on accepte la constitution de 92, c'est mieux que rien. Non. Nous avons le devoir d'obtenir pour les générations à venir plus que ce que nos parents ont obtenu pour notre génération. Voilà pourquoi nous avons besoin d'un nouveau contrat citoyen. Tout ce que nous avons dans la constitution de 92, nous devons nous le réapproprier et demander encore plus. Parce que c'est notre droit en tant que citoyen de demander plus. Vous allez remarquer, je vous donne un exemple. Quand je parle, je fais le parallélisme entre la gouvernance coloniale et la gouvernance occidentale. L'un des points clés d'un contrat social, c'est la séparation du pouvoir. La séparation de l'armée et de l'État. La séparation de la religion et de l'État. La séparation des différentes institutions qui régissent l'État pour avoir une certaine balance. Dans un État républicain, l'armée ne se mêle pas à la politique. Mais dans les républiques bananières, coloniales, l'armée c'est la politique et la politique c'est l'armée. L'État c'est l'armée et l'armée est l'État. Encore une fois, je vous dis que la structure de nos États a été définie durant l'époque coloniale. Le concept de la gendarmerie et de la police est un produit colonial. Un simple exemple, des choses qui n'existaient pas dans nos cultures n'ont pas d'appellation dans nos langues. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Comment est-ce qu'on appelle un policier ou un gendarme en Mina? Le mot policier, c'est povito. Povito veut dire quoi? Epo. Quelqu'un qui tient le bâton. Parce qu'à l'époque coloniale, le rôle d'un policier, c'est de tabasser les populations pour qu'ils puissent obéir à l'ordre colonial. C'était les gendarmes coloniaux qui étaient utilisés pour implémenter le travail forcé, pour ne pas dire l'esclavage. Parce que la France, disant qu'elle a aboli l'esclavage dans son pays, dans les années 1800, durant la colonisation, a réintroduit l'esclavage avec un nouveau nom appelé travail forcé. C'est pour se foutre de la gueule des gens. Alors, dans les textes français, on dit que l'esclavage est aboli, nous sommes un pays de droit. Mais dans les colonies, on pratique l'esclavage et on l'appelle travail forcé. Quelle est la différence entre un esclave et un travailleur forcé? Parce que l'esclave aussi travaille de façon forcée. Le travailleur forcé aussi est forcé à travailler. Aucun des deux n'est payé. Les deux sont tabassés, les deux sont exploités, les deux sont tués quand ils refusent de travailler. Dans les colonies françaises, ils allaient même jusqu'à couper les mains des travailleurs quand ils refusaient de travailler. Donc, la force, la police, la gendarmerie n'a pas été créée dans nos pays pour assurer la protection des populations. Elle a été créée pour assurer l'exploitation des populations, la répression des populations, l'oppression des populations. Voilà pourquoi dans notre langue, on parle de povito. La police, c'est ceux qui bastonnent les gens. Donc, nous avons une structure étatique qui est complètement coloniale. Or, la colonisation, c'est un système basé sur l'exploitation. Et c'est le principal précurseur de l'illégalité au sein d'une société.
C'est le capitalisme occidental qui a conduit à cet impérialisme et cette colonisation qui se manifeste aujourd'hui dans nos pays, où les ressources qui étaient supposées appartenir à l'ensemble de la communauté ont été privatisées afin qu'une minorité puisse tirer profit. Il y a de cela 100 ans, nos grands-parents ne vendaient pas les terres. Tu ne peux pas te lever, aller à Vaughan ou aller à Bassa pour dire je vais acheter 1 hectare. Tu es qui? Les terres ne se vendaient pas. Elles étaient des propriétés collectives. Aujourd'hui, même si les Togolais trouvent un lopin de terre dans la mer, ils vont le vendre. Tout est vendu à des prix complètement dérégulés. Aujourd'hui, un terrain coûte 10 millions. L'année prochaine, ça coûte 15 millions. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Le logement public n'existe plus. Vous voulez prendre une maison? On vous demande 1 an de loyer. Comment est-ce qu'on peut payer pour quelque chose qu'on n'a pas encore obtenu? On le paye d'avance quand on ne gagne pas de l'argent d'avance. Si c'était que dans nos emplois, au Togo, on disait que quand tu ne commences pas à travailler, on te paye 1 an de salaire. Demander 1 an de loyer dans ce contexte aurait un sens. Mais demander 1 an de loyer dans un pays où les gens sont payés tous les mois, ou même certains font des mois sans être payés, c'est tout simplement de l'exploitation. Et ça empêche aux gens de pouvoir vivre dans des conditions dignes. Alors, dans un contrat citoyen, nous devons révisiter toute la structure de l'appareil étatique. En tant que citoyens, qu'est-ce que nous voulons assurer dans notre pays en ce qui concerne l'accès aux ressources, les services publics, l'éducation et la protection des personnes vulnérables, c'est-à-dire les enfants, les handicapés, les personnes âgées. Parce que le danger avec le système capitaliste est que les personnes qui ne peuvent pas contribuer à la production du capital, eux sont condamnés à vivre dans la misère et dans la souffrance. Votre valeur en tant qu'humain est déterminée par votre productivité. Alors, dans une société néocoloniale, quand vous êtes un humain qui ne peut pas produire de la richesse, vous ne servez à rien. Vous ne valez plus un humain. C'est donc la responsabilité de l'État de protéger les gens qui ne sont pas capables de produire du capital. Ce qui veut dire que si les gens obtiennent une assurance et une couverture maladie à travers leurs employeurs, les gens qui ne peuvent pas travailler doivent obtenir une assurance maladie pour tous. Les personnes âgées ne peuvent pas travailler. Les enfants ne peuvent pas travailler. Certains handicapés ne peuvent pas travailler. C'est donc la responsabilité de la communauté, de la société, de les prendre en charge. Et normalement, ça se fait au travers des impôts que nous payons. Mais dans notre contexte, nous avons des tontons macoutes à la tête de nos États. Tout ce que nous payons comme impôts, ils volent. Et le reste, c'est pour payer les dettes. Les dettes qu'eux, ils ont pris pour s'enrichir et s'acheter des palais en Occident. Alors, nous avons besoin, en tant que citoyens, de nous asseoir, de discuter et de nous demander quel Togo voulons-nous? Dans quel Togo voulons-nous vivre? Dans quel Togo souhaiterons-nous que nos enfants vivent? Quels sont les droits que nous voulons octroyer à nos enfants? Quels sont nos devoirs en tant que citoyens? Parce que la réalité est que dans une société où les citoyens n'ont pas de droits, ils refusent leurs devoirs. À moins qu'ils ne soient forcés à le faire, ils ne le font pas. Et ils en ont, mais c'est tout à fait normal. Pourquoi est-ce que je vais faire mes devoirs de citoyen
Quand toi, le gouvernement, tu ne fais pas ton travail vis-à-vis de moi en tant que citoyen. La seule façon de conduire les gens à faire leur devoir au sein d'une société inégalitaire, c'est la force, c'est la répression. Il y a beaucoup de choses que les Togolais ne feraient pas si on ne les tabassait pas pour ça, si on ne les arrêtait pas pour ça. Mais quand il y a une société organisée, où les citoyens savent que leur argent sert à les protéger, volontairement eux-mêmes, ils accomplissent leur devoir citoyen. Ils accomplissent leur devoir civique. C'est comme vous vivez dans une cité et on dit, chaque personne doit payer tel montant tous les mois pour la collecte des impôts, pour la collecte des déchets. Mais si vous payez tous les mois, mais que les collecteurs de déchets ne viennent pas, vous allez refuser de payer. C'est votre droit de refuser de payer. Mais dans les dictatures coloniales, comme celles que nous connaissons au Togo, non seulement on refuse de collecter les déchets, on vient vous tabasser à la maison parce que vous avez refusé de payer pour les déchets qu'ils ne collectent pas. La dirigeance, la gouvernance sous une dictature se fait par la force, se fait par la tyrannie, se fait par la peur. Parce que personne ne souhaite contribuer à une société de laquelle elle ne profite en rien. Ensuite, nous devons parler de... Excusez-moi, je perds mon latin. Nous devons parler d'un autre aspect. Quand je parle de la force, nos sociétés coloniales sont des sociétés complètement militarisées. En anglais, on parle de police state. Parce qu'encore une fois, ce sont des sociétés qui ont été établies pour extirper les ressources vers la métropole. Nos dirigeants dans la plupart de ces pays, qui ont été imposés par les puissances coloniales et par la force, se sont substitués, nos dirigeants se sont substitués aux colons dans bien de secteurs. Donc, il y a certaines choses qui allaient aux colons hier, maintenant qui vont dans les poches de nos dictateurs, où ils se le partagent comme un butin. Et donc, nous assistons à une extrême militarisation de nos sociétés. Quand vous regardez nos dépenses militaires, quel sens est-ce que ça a qu'un pays comme le Togo dépense 4 fois plus sur l'année, sur l'armée togolaise, qu'il ne dépense sur la santé? Le Togo va en guerre contre qui? Le Togo fait la guerre avec qui? Depuis que le Togo existe, le Togo a eu une guerre avec quel pays? Ce n'est que récemment que certains résidus du terrorisme se retrouvent aux frontières avec le Burkina Faso. Mais depuis 60 ans, le budget de la défense du Togo est 4 à 5 fois plus élevé que le budget de la santé et de l'éducation combinés. Quand vous allez au Togo, depuis l'aéroport, vous sentez la présence des soldats partout. Il m'arrive d'aller dans certains pays, que ce soit en Afrique comme en Occident, durant tout mon séjour, les seuls hommes en uniforme que j'ai vus, c'étaient les agents de l'immigration. Je ne vois la police nulle part, je ne vois les militaires nulle part. Au Togo, ils sont à chaque arrêt, ils sont un peu partout, ils sont présents. L'État investit plus dans l'armée, pas pour protéger les populations des forces externes ou des attaquants externes ou étrangers, mais pour se protéger eux-mêmes des habitants, parce qu'ils ont peur de nous. Vous savez, ça me fait souvent rire quand les gens, les Togolais me disent « Tu n'as pas peur, pourquoi tu parles comme ça? Est-ce que tu n'as pas peur qu'on te fasse ceci, qu'on te fasse cela ?» Mais quand vous regardez les choses,
C'est Faure Gnassingbé qui a peur de nous. Ce n'est pas nous qui avons peur de Faure Gnassingbé. Moi, quand je sors, je n'ai pas des chars, des militaires, la sécurité, les films de mercenaires israéliens autour de moi. Mais Faure Gnassingbé ne peut même pas marcher dans son quartier. Les ministres togolais ne peuvent même pas marcher à pied dans leur quartier. Ils ne peuvent pas quitter leur maison et dire « M'avait au sang pas viré ». Ils n'en ont pas le courage. C'est souvent facile pour eux de dire aux Togolais, surtout nous qui sommes à l'extérieur du pays, « Ouais, ici, vous n'avez pas peur, rentrez ». Si eux, ils n'ont pas peur, sortez. Si Faure Gnassingbé et ses ministres n'ont pas peur, ils n'ont qu'à quitter leur maison et aller faire des pas. Sylvanus Olympio se promenait à vélo à Lomé quand il était président. Et Adema ne peut pas. Quand on annonce même qu'il va passer par une voie, 1 heure avant même que le convoi présidentiel ne passe, on vous bloque, vous ne pouvez même pas marcher. Nos dirigeants vivent dans la peur. Le gouvernement togolais a peur des citoyens togolais. Voilà pourquoi ils dépensent autant sur l'armée. C'est pour leur propre protection. Parce qu'ils savent qu'ils sont une mafia. C'est le voleur qui a peur du propriétaire. Le propriétaire n'a jamais eu peur du voleur. C'est eux qui ont peur de nous. Faure Gnassingbé sait qu'il a peur de nous. Faure Gnassingbé ne peut jamais, au grand jamais, se promener même devant sa porte sans sécurité. Il ne peut pas. Quand vous voyez les présidents dans certains pays aller au supermarché, acheter de la glace, aller à la plage, vous n'avez jamais vu Faure Gnassingbé faire ce genre de choses. C'est impossible. Donc la dictature est coûteuse. Pourquoi? Parce que l'argent qui devait aller au service public, l'argent qui devait être investi dans la construction des écoles, dans la construction des hôpitaux, dans la voirie, dans l'assainissement, dans la production de l'énergie, est dépensé à acheter des bottes et puis des vieux habits aux militaires de Faure Gnassingbé, à nourrir ses gendarmes, à construire des camps, à acheter des chars, à acheter des avions de guerre. Et tout récemment que Faure Gnassingbé aussi a trouvé un nouveau hobby qui est la lutte contre les pirates, je ne sais pas si les Peter Pan, à acheter des bateaux de guerre. On dépense 13 milliards pour acheter des bateaux de guerre dans un pays qui n'a jamais fait la guerre contre même les fantômes. C'est le Togo dans lequel nous vivons. Ce n'est pas ce Togo que nous devons léguer à nos enfants. La dictature est chère. En anglais, on dira « Dictatorship is expensive ». Ça nous coûte beaucoup d'argent qu'on nous exploite. Si c'était qu'on pouvait même nous exploiter gratuitement, là encore, on ne se plaindrait pas. Ce qui est pire à l'heure actuelle, qui fait que les régimes dictatoriaux que nous connaissons aujourd'hui sont pires même que les colons qui existaient hier, c'est que les colons, quand ils venaient nous coloniser, eux-mêmes, ils habillaient leurs militaires, ils achetaient leurs bateaux, ils envoyaient leur armée pour venir tuer nos rois et s'imposer par la force. Certes, il y avait l'esclavage, abusivement appelé le travail forcé. Mais ils investissaient leur propre argent pour venir nous exploiter. Et c'est en nous exploitant maintenant qu'ils font profit. Mais nous, sous l'époque néocoloniale, avec les tontons macoutes qu'ils nous ont imposés, c'est nous-mêmes qui finançons notre exploitation. C'est-à-dire que tu vis dans une maison et tu payes toi-même tes braqueurs tous les mois pour venir te braquer chez toi. Tu crées une entreprise et tu payes toi-même le voleur qui viendra te voler. Nous payons pour qu'on nous tabasse au Togo. Nous payons pour qu'on nous vole. Nous payons pour qu'on nous tue. Nous payons pour qu'on nous muselle.
Dans ce cas, la colonisation, encore mieux. Au moins, nous ne payons pas qu'on nous tabasse. On nous tabasse et puis ils profitent maintenant de l'argent que nous faisons. Mais là, nous investissons dans notre propre exploitation. Je disais dans mon dernier live que l'on ne peut jamais, au grand jamais, comparer les dictatures asiatiques aux dictatures africaines. Parce que le contexte de leur création, de leur institution même varie quand vous regardez leur parcours et vous lisez l'histoire de ces peuples. Les régimes dictatoriaux en Asie, que ce soit au Vietnam, au Cambodge, en Indonésie, en Chine, en Malaisie, ce sont des dictatures qui ont été instaurées sur la base de la résistance contre l'impérialisme occidental et même l'impérialisme japonais dans certains cas. Ce sont des dictatures basées sur des valeurs de distribution équitable des ressources. Là-bas, l'État dicte la distribution des ressources. Ce sont des dictatures qui, à la base, sont communistes. Et donc, ce sont des dictatures basées sur des idéologies. Et même si moi, je suis contre la dictature dans son ensemble, parce que je pense que on ne peut pas forcer les gens éternellement à avoir quelque chose. Ce sont des dictatures qui donnent des résultats, au moins, qu'on peut le voir, qui sont saisissables. Eux, ils ont la dictature, comme je le disais, des vertus, de la vertu et des valeurs. Nous, nous avons la dictature du vol, la dictature des alcooliques, la dictature des violeurs, la dictature des tueurs. Quand vous regardez les dictatures africaines, que ce soit Paul Biya au Cameroun, Nguesso au Congo, les Gnassingbé au Togo, les Déby au Tchad, ils ont quelle idéologie? Faure Gnassingbé, vous lui connaissez quelle idéologie? Lui, son idéologie change après chaque tripatouage de constitution et après chaque élection frauduleuse. Aujourd'hui, c'est le mandat social. Après, demain, c'est le mandat culturel. 20 ans après, c'est le mandat scientifique. 50 ans après, c'est le mandat historique. Après, c'est le mandat économique. Le RPT a quelle idéologie? Le RPT unir, là, ils ont quelle idéologie? Vous ne savez pas s'ils sont à gauche, s'ils sont à droite, s'ils sont au centre, s'ils sont au ciel, s'ils sont devant. Eux, leur seule idéologie, c'est manger. Voler, manger, tuer. Ils sont là pour garantir la continuité de notre exploitation. Voilà pourquoi ils n'ont pas démantelé la structure coloniale qui nous a été imposée et qui définit la façon dont nos États sont dirigés. Alors, quand je parle de l'importance du contrat citoyen, qui aujourd'hui est une initiative commencée par certains universitaires togolais, c'est que ce contrat doit nous permettre en tant que peuple de partager notre rêve pour le Togo. Dans chaque secteur, secteur économique, secteur politique, secteur social, secteur culturel, secteur scientifique. Voici le Togo que nous voulons. Et voici comment, en tant que citoyens, nous souhaitons être gouvernés. Alors, si Faure Gnassingbé et sa horde de criminels pensent qu'ils vont se lever, paraffer un torchon et nous le servir, parce que prenant l'ensemble des populations togolaises comme des malades mentaux, ils se trompent. Nous ne l'accepterons pas et nous ne l'acceptons pas.